inflammatoires intestinales, telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, sont souvent synonymes de traitements à vie, des traitements à la toxicité, aux effets secondaires tellement importants et lourds à supporter que certains patients préféreraient s'en passer, quitte à risquer une récidive. Une stratégie prometteuse est aujourd'hui testée, celle des cycles de traitement. Les biomarqueurs sanguins permettent de caractériser l'état de rémission biologique ou d'activité de la maladie. Monsieur le Président, je vous laisse le soin d'accueillir le professeur Édouard Louis. Merci beaucoup, c'est de fait un plaisir et un honneur d'accueillir Édouard Louis, qui est médecin avec la plus grande distinction de l'Université de Liège en 1790. Il a fait un training de gastroentérologie en partie à Liège et en partie à l'Université d'Oxford. Il a été reconnu spécialiste en gastroentérologie en 1996. Et puis il a travaillé d'abord au FNRS et puis il est devenu professeur de gastroentérologie dans notre université à partir de 2010. Il est maintenant actuellement le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Liège. Il a fait de très nombreuses publications, plus de 350 papiers avec un H-index à 85. Et il est membre, il a été très actif dans de nombreuses sociétés scientifiques nationales et internationales. Je ne vais pas les énumérer pour gagner un peu de temps. Et je vous cède la parole, je crois qu'il est préférable de l'écouter. Merci, Édouard. Merci. Donc je disais, c'est un honneur d'être ici parmi vous et je vous remercie de m'accorder ce moment pour parler de cette thématique qui m'est chère et que nous avons développée effectivement dans notre service depuis de nombreuses années. Bon, comme vous le savez tous, les maladies communes complexes sont des maladies qui nous occupent au quotidien. Ces maladies communes complexes ont en commun, en fait, d'être liées à un déterminisme génétique extrêmement multiple et complexe, et également de dépendre de facteurs d'environnement. Et c'est en fait la rencontre de ce génome complexe et de cet exposome à la faveur d'éléments accidentels, stochastiques, qui déclenchent la maladie. Et en fait, ce modèle, il est extrapolable à beaucoup de maladies que l'on traite au quotidien. Et donc, il s'agit bien en fait de ruptures d'homéostasie organique ou systémique qui vont entraîner un processus pathologique destructeur au niveau d'un organe. Quelles sont les implications de ce modèle de maladie complexe? Premièrement, on pourra probablement faire de la prévention personnalisée sur la base de la connaissance du déterminisme génétique et des facteurs d'environnement. On peut également faire des traitements personnalisés. Il y aura plusieurs conférences là-dessus aujourd'hui, de nouveau sur la base du processus moléculaire de mieux en mieux identifié. Élément important, la guérison définitive n'est pas possible parce qu'il persistera toujours le terrain génétique qui sera le terreau d'éventuelles récidives, qui sera le maillon faible de l'organisme en question. Néanmoins, il y a la possibilité d'une suspension complète du processus pathologique et c'est ce à quoi s'attellent aujourd'hui les traitements de plus en plus performants ou ciblés. D'une manière générale, dans ce contexte, on applique une stratégie de traitement en fonction de la cible, ce que les anglo-saxons appellent le triple target, c'est-à-dire qu'on définit une cible thérapeutique, qu'on essaye d'atteindre avec le traitement, et puis on adapte le traitement en fonction de l'atteinte ou non de la cible. Quelque chose qui est souvent négligé, c'est qu'il faut travailler en même temps sur les facteurs d'environnement qui entretiennent le processus pathologique. Et je pense qu'une des raisons aujourd'hui du plafond de verre qu'on ne parvient pas à dépasser dans le traitement de ces maladies chroniques est liée au fait qu'on ne s'occupe pas des facteurs environnementaux qui par conséquent continuent à entretenir le processus pathologique. Et donc, en agissant à la fois sur le processus inflammatoire et sur ces facteurs d'environnement, le but est bien la restauration, la restitution des processus homéostatiques, organiques et systémiques. Alors, le retour à l'équilibre homéostatique, en fait, rend la décroissance thérapeutique possible chez certains malades et dans certaines maladies. Mais pourquoi viser cette décroissance? C'est assez simple. Il y a un coût élevé de certains médicaments, qui peut être évidemment amorti lorsque on a, par exemple, des génériques ou des biosimilaires, mais souvent, beaucoup de ces traitements sont assez chers. Certains d'entre eux, on l'a évoqué, ont une toxicité, alors ce n'est pas le cas de tous, et évidemment, ce n'est pas toujours l'argument de la décroissance, mais dans certains cas, ça l'est.
Les patients sont impactés par ces traitements, pas toujours par une toxicité sévère, mais par des effets secondaires légers ou modérés, mais qui peuvent impacter leur qualité de vie. Et dernier élément, qui n'est souvent pas pris en compte non plus, c'est le besoin pour un patient de reprendre possession de sa santé. Ces malades chroniques expriment le besoin, à un moment donné, de pouvoir être des acteurs de leur propre santé, et pour y arriver, il faut limiter la dépendance au traitement. Alors, il y a évidemment des conditions nécessaires pour qu'on puisse faire une décroissance thérapeutique. Un, il ne faut pas que la maladie ait provoqué la destruction de l'organe. Si on prend un diabète insuline dépendant, on ne peut pas se passer d'insuline. Le processus a détruit l'organe et il faut bien le remplacer. Mais ce n'est pas le cas dans toutes ces maladies. Les facteurs environnementaux responsables doivent être supprimés ou au moins atténués. Sinon, comme je le disais, le processus est en permanence relancé ou entretenu. Et enfin, l'auto-entretien du processus pathologique doit pouvoir être enrayé, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut qu'il y ait des traitements adéquats pour ça. Alors, focalisons-nous maintenant sur les maladies inflammatoires de l'intestin, et plus particulièrement sur la maladie de Crohn, une de ces deux maladies emblématiques. A-t-on des éléments de preuve qu'effectivement le processus pathologique peut être enrayé durablement? Oui, on en a, et ces preuves viennent de la chirurgie. C'est un travail pionnier qui avait été fait par Paul Rudiger de l'université de Leuven dans les années 90 et qui avait montré qu'après une chirurgie qu'on disait curative, c'est-à-dire on enlevait toute la partie malade de l'intestin de la maladie de Crohn, eh bien, certains patients, longtemps après, n'avaient toujours pas rechuté. Alors, ils n'avaient pas rechuté cliniquement, mais certains d'entre eux n'avaient même pas rechuté sur le plan lésionnel. Alors, ce n'est pas un grand groupe, c'est 20% environ qui, ah oui, 10 ans n'ont pas rechuté, mais quand même, vous vous retrouvez dans une situation d'une maladie qualifiée de chronique, et 10 ans après une chirurgie dite curative, eh bien, 20% d'entre eux n'ont pas récidivé. Ce qui montre bien que le processus pathologique chez ces patients a probablement été enrayé. D'où, dans le cadre du traitement médical, l'idée de développer un concept de cycle de traitement. Puisqu'en fait, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les traitements médicamenteux, c'est arriver à faire ce que les chirurgiens faisaient il y a 30 ans. On a aujourd'hui des traitements suffisamment puissants et ciblés sur le processus pathologique pour arriver à un contrôle complet du processus pathologique qui peut laisser la place à des phases de décroissance thérapeutique. Alors il faut bien différencier ces phases de décroissance thérapeutique ou ces cycles de traitement de ce qui serait un traitement à la demande. Un traitement à la demande est un traitement qui court après la maladie. C'est un traitement dans lequel la maladie continue en fait d'évoluer et on ne traite que des exacerbations symptomatiques. Dans ce cas de figure, il persiste en général, notamment dans les maladies inflammatoires intestinales, un dommage d'organes qui est important. Donc, le traitement par cycle consiste à traiter le processus pathologique jusqu'à la rémission profonde, au-delà de la rémission symptomatique, et de monitorer le malade pour détecter les récidives précoces du processus inflammatoire et alors réenclencher un cycle de traitement. Ce concept, nous avons eu dans notre groupe la chance de pouvoir le tester dans le cadre d'un projet européen financé par Horizon 2020, le projet Biocycle, dont je vais vous décrire quelques résultats, puisque ce projet a été mené de 2015 à 2022. Ce projet était centré sur un essai clinique contrôlé à 3 bras, qui est le Work Package 3, l'essai SPER, dans lequel nous désirions étudier l'évolution de la maladie chez des malades qui étaient traités en continu par une combinaison thérapeutique d'infliximab, un anti-TNF et d'immunosuppresseurs. Deuxième groupe, des patients chez qui on arrêtait l'immunosuppresseur, un premier type de décroissance. Troisième groupe, des malades chez qui on arrêtait l'infliximab. Et de voir si le taux de rechute était différent dans ces 3 cohortes et ce qu'il se passait surtout lorsqu'on retraitait les malades. Pouvait-on retrouver une rémission et pouvait-on empêcher le dommage tissulaire? Alors, à côté de ce projet d'essai clinique, on avait tout un projet autour de biomarqueurs, de manière à décrire le phénomène pathologique et essayer de tracer l'évolution de ce processus pathologique après l'arrêt du traitement et lors des rechutes. Nous avions tout un volet sur le questionnement des patients et des médecins par rapport à ces stratégies d'arrêt du traitement, comment sont-elles perçues, et nous avions également tout un volet pharmacoéconomique pour voir quels étaient les éléments qui pouvaient encourager ou non ce type de stratégie. Et bien évidemment, toute une partie de synthèse et pour tenter de définir une stratégie cohérente.
Pour ceux qui s'intéressent, ce projet est décrit dans un site internet qui est toujours actuellement actif, que nous avions développé. Alors revenons un petit peu sur les raisons d'arrêter les traitements, et en particulier dans ces maladies. On l'a dit, le coût, la sécurité d'utilisation, des situations spécifiques, les inquiétudes des patients et l'adhérence au traitement. Le coût. Lorsque nous avons démarré nos réflexions, vous le voyez sur cette étude hollandaise de 2014, dans la maladie de Crohn en particulier, qui représente les 2 histogrammes du bas, le coût des médicaments représentait 2 tiers du coût total de la prise en charge de ces patients. Donc c'est un coût tout à fait considérable. Les choses ont changé aujourd'hui pour ce qui est de l'infliximab, de l'adalimumab, les 2 anti-TNF, parce qu'en fait des biosimilaires sont sur le marché qui ont fait s'affaisser le prix. Et c'est ce qui a été montré par nos collègues de l'université de Göteborg dans le cadre du projet Biocycle. Nous avons en fait, à partir d'un modèle de Markov, tenté de définir quel était le coût ou le prix des flapules d'infliximab, de 100 mg d'infliximab, pour que la stratégie de traitement continu soit pharmaco-économique plutôt que les interruptions de traitement. Et ce qui est très intéressant, vous voyez que ces seuils varient d'un pays à l'autre, et c'est lié au niveau accepté dans ces différents pays pour une année de vie de qualité. Et vous voyez qu'en Belgique, on est très ambitieux parce qu'en fait, on est au sommet. On accepte en Belgique une année de vie de qualité coûte, je crois que c'était de l'ordre de 200 000 €, quelque chose comme ça. Quand vous voyez évidemment en Thaïlande, on est beaucoup plus bas, les moyens sont beaucoup plus limités. Tout ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, en Belgique, le traitement continu par infliximab est pharmaco-économique, mais à un coût de 800 € pour une flapule de 100 mg. Il faut savoir qu'au début du lancement du médicament, la flapule coûtait 1 000 €. De sorte qu'à l'époque, les cycles de traitement auraient été plus pharmaco-économiques que les traitements continus. Mais aujourd'hui, avec les biosimilaires, on a une flapule d'infliximab à 200 €. De sorte qu'aujourd'hui, le traitement continu pourrait en fait être considéré comme pharmaco-économique et n'est plus le motif principal en Belgique d'arrêt du traitement, même s'il peut être en Hongrie ou au Brésil par exemple. La sécurité. On a maintenant un long suivi des malades sous anti-TNF et notamment sous combothérapie avec immunosuppresseurs en partie l'azathiopine, et on sait que ça augmente le risque de lymphome et que ça augmente le risque de toute une série d'infections opportunistes. Ça a été démontré pour les purines depuis plus longtemps, mais les anti-TNF également. Dans ces larges études françaises, on a montré l'association avec un risque accru de lymphome et qui s'accroît avec la combothérapie. Donc il y a bien, avec certains de ces traitements, un risque accru qui peut être une motivation pour décroître les traitements, même si certains de nos nouveaux traitements plus spécifiques ont une sécurité nettement supérieure. Ces problèmes de sécurité sont un des éléments qui motivent les patients à vouloir arrêter les traitements. Toujours dans le cadre du projet Biocycle, nous avions travaillé avec l'association nord-américaine de patients atteints de maladie de Crohn et avec l'association française. Et nous avions interrogé plus de 500 patients sur leur perception de l'arrêt du traitement par rapport à la continuité du traitement. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une grande diversité de réponses quant à savoir quel est le risque de rechute que ces patients accepteraient de prendre pour pouvoir arrêter un traitement. Qu'est-ce que cette diapositive nous dit? C'est qu'il faut discuter avec les patients. Certains patients n'acceptent aucun risque de rechute et préfèrent de loin courir un risque éventuel d'effets secondaires de ne pas rechuter. D'autres sont obsédés par les effets secondaires du médicament et préfèrent prendre un risque de rechute. Alors, parfois, on peut les raisonner, on peut expliquer, etc. Toujours est-il qu'il y a une différence presque psychologique ou philosophique par rapport même à la nature de la maladie. Premier enseignement. Deuxième enseignement, la majorité des patients, que ce soit aux États-Unis ou en France, plus de 50%, ne désirent pas plus que 15% ou 25% de risque de rechute. Donc, toute stratégie qui est au-dessus de 25% de rechute n'est probablement pas appropriée parce qu'elle ne va pas convenir à la majorité des patients. Juste de façon anecdotique, et pour vous montrer que c'est bien une obsession pour certains patients. Il s'agit d'un mail reçu par une patiente que je suis depuis une dizaine d'années, qui a eu un Crohn sévère à un moment donné, qui a pu être stabilisé par combothérapie, anti-TNF et immunosuppresseurs, et puis une certaine décroissance thérapeutique. Depuis plusieurs années, elle manifeste la demande d'essayer d'arrêter son traitement. Je n'étais pas très chaud parce que c'est une maladie de Crohn à un moment donné sévère, mais elle me dit, monsieur Louis, j'ai changé mon mode de vie, je m'alimente différemment, je gère mon stress beaucoup mieux, je fais de l'activité physique régulièrement, j'ai arrêté de fumer il y a 5 ans. Bon,
Finalement, elle me convainc que c'est une bonne candidate pour essayer d'arrêter. On avait fait tous les bilans qui ne montraient plus aucun signe d'activité et elle m'envoie un mail un an plus tard, manifestant sa joie et son plaisir de vivre, comme tout le monde, sans traitement, avec une maladie qui est pour le moment quiescente, mais comme vous le voyez, qu'elle monitore très très bien, avec des marqueurs à la fois de sel et sanguin, qui montrent sa discipline et son investissement par rapport à sa maladie, et qui est en quelque sorte la garantie que les choses ne dérapent pas. Alors, que sait-on finalement de l'arrêt des traitements dans la maladie de Crohn? C'est une étude que nous avons eu la chance de faire avec le groupe français de recherche sur ces maladies il y a 15 ans, et on avait pu montrer qu'il y avait environ 40% des malades qui rechutaient à 1 an après arrêt d'infliximab. 40% c'est beaucoup, et c'est plus que les 25% acceptés par la majorité dont je vous parlais tout à l'heure. Néanmoins, on avait pu dans cette étude déjà essayer d'évaluer les facteurs de risque de rechute. Et vous voyez qu'il y avait des groupes de patients chez lesquels le risque de rechute était très faible, alors qu'il y avait des groupes de patients qui rechutaient quasi systématiquement dans les 6 mois. En gros, à cette époque, on avait pu montrer que les malades qui rechutent très rapidement étaient des malades qui gardaient des signes biologiques et ou endoscopiques d'activité alors qu'ils étaient en rémission clinique. Et que les malades qui ne rechutaient pas étaient des malades particulièrement stabilisés, non seulement sur le plan clinique, mais aussi biologique et endoscopique. Alors, plusieurs études ont suivi, des études tour de corps, et une méta-analyse a été faite par des collègues anglais qui montrait que finalement ce taux de 40% de rechute à 1 an était relativement cohérent, retrouvé dans beaucoup d'études. Mais l'autre élément qui est très intéressant, c'est que ces études, y compris l'étude historique que nous avions fait à l'époque, ont montré que lorsqu'on retraite les malades, la plupart sont remis en rémission dans le mois qui suit la reprise du traitement. Et 90% et 89% de ces patients sont effectivement remis en rémission, ce qui limite le dommage et la pénalité pour le patient. Et donc, c'est comme ça que nous avons construit l'essai clinique du projet Biocycle, l'essai SPER, dans le sens où nous nous intéressions non seulement au taux de rechute dans l'année, pour le confirmer de façon cette fois contrôlée, avec un groupe contrôle, alors que précédemment c'était essentiellement des cohortes prospectives, mais nous voulions également savoir ce qu'il se passait après la rechute du traitement, et nous avions mesuré en fait la durée de rémission sur une période de 2 ans. Alors, le premier objectif primaire était bien la rechute, et on ne fait ici que confirmer, par le bras vert où on a arrêté l'infliximab, le taux de rechute accru chez ces malades chez qui on arrête l'infliximab, malgré une rémission soutenue sans corticoïdes. Vous voyez que l'autre bras où on arrête simplement l'immunosuppresseur, lui, ne se différencie pas du groupe où on continue la courbothérapie, ce qui permet de montrer que cette décroissance thérapeutique, en tout cas, n'impacte pas le taux de rechute. Mais le résultat qui nous intéressait le plus, c'est celui-ci. C'est la mesure du temps passé en rémission dans les 3 bras. Et ce que vous voyez, c'est que cette mesure, elle est très similaire en fait. Ici, elle est exprimée en nombre d'années, donc on l'aurait exprimée en nombre de jours, mais vous voyez qu'en fait, la différence de nombre de jours passés en rémission entre les différents bras, c'est 6 jours ou 14 jours sur 730 jours. Et donc, ça montre bien que même s'il y a une certaine partie des patients qui rechutent, ils sont rapidement remis en rémission et que globalement, le temps moyen passé en rémission n'est pas très différent entre ces différents bras. Autre élément important pour soutenir ce type de stratégie, que se passe-t-il à plus long terme? Et là, nous avons les résultats de l'étude STORY, la première cohorte prospective que nous avions faite avec le groupe français, et vous voyez qu'à 8 ans, en fait, il n'y a que moins de 20% de malades qui ont développé après cette stratégie une nécessité de résection chirurgicale ou des lésions problématiques telles que des lésions périanales complexes. Il y a effectivement, sur le suivi à long terme, que 20% des malades qui n'ont pas dû reprendre de traitement, mais c'est déjà quelque chose de significatif, mais la plupart des autres ont repris un traitement et sont aujourd'hui de nouveau en rémission sans aucun dommage tissulaire. Autre élément qui a pu être étudié et montré dans cette cohorte STORY dans l'étude SPER, c'est que les biomarqueurs qu'on utilise aujourd'hui, à savoir la calprotectine fécale et la CRP, sont des marqueurs extrêmement utiles, dans la mesure où ils peuvent déjà prédire le risque de rechute avant l'arrêt du traitement, mais aussi lorsqu'on les suit durant la période qui suit l'arrêt du traitement, on voit que la CRP et surtout la calprotectine fécale s'élèvent de façon significative 4 à 6 mois avant la rechute clinique. Ce qui montre bien qu'on peut en faire des outils de monitoring qui évitent de laisser la maladie se réinstaller, qui évitent aux patients en fait d'avoir une réelle rechute, mais de retraiter avant que cette rechute ne se développe.
Dernier élément que je voulais vous montrer, c'est qu'au-delà de ces biomarqueurs classiques, cette étude nous a permis de faire des études de biomarqueurs beaucoup plus sophistiquées. Ces études ont été faites avec la plateforme de protéomique de l'Université de Liège, qui a une expertise clinique extrêmement forte, et également en utilisant par ailleurs des outils de protéomique commerciaux. Et ce que nous avons fait là, avec plusieurs outils de protéomique, c'est d'étudier un très grand nombre de protéines au niveau du sang circulant. Et ce que nous avons pu montrer en fait, c'est que le profil biologique des patients qui rechutent à court terme est un profil qui est marqué par un grand nombre de protéines de la phase aiguë de l'inflammation qui restent en quantité accrue au niveau sanguin. Donc ces malades, en fait, même s'ils sont en rémission clinique et parfois même endoscopique, gardent à bas bruit, non pas une CRP très élevée, mais ils gardent à bas bruit un processus inflammatoire qui reste actif et c'est ça qui les caractérise. Par contre, et ça nous avons pu le démontrer avec des cohérences entre deux cohortes indépendantes, ce qui donne de la valeur à ces résultats. Par contre, les malades qui rechutent à plus long terme, c'est-à-dire dans notre étude SPER, entre 6 mois et 2 ans, ces malades n'ont pas de marqueurs des protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Par contre, ce qu'on retrouve chez eux, ce sont notamment des éléments qui interviennent dans la cicatrisation intestinale, dans les jonctions interépithéliales ou encore des protéines intervenant dans les processus anti-inflammatoires. Il y en a deux qui m'intéressent particulièrement ici, c'est l'interleukine 10. Donc les malades qui rechutent à long terme sont des malades qui gardent des taux circulants plus bas d'interleukine 10. Et d'autre part, également, l'hydroxystéroïde déshydrogénase, la bêta-11 hydroxystéroïde déshydrogénase, qui est également retrouvée à un taux plus bas chez ces malades. Or, il s'agit d'une enzyme qui intervient dans l'activation des corticoïdes endogènes. Donc c'est comme si ces malades avaient peut-être un déficit d'activation de leurs corticoïdes endogènes. Ça a permis de proposer un modèle pour le suivi biologique de ces malades et qui caractérise les grades et les stades biologiques de la rémission. Tout ça se passe en dessous de la ligne d'activité de la maladie. On est chez des malades qui sont en rémission clinique. Mais parmi eux, au sommet de la bosse, vous avez des malades qui gardent des protéines de la phase aiguë de l'inflammation, des malades qui gardent un processus inflammatoire. Chez ces malades, il est évident qu'il ne faut pas arrêter les traitements, ils rechutent dans les 6 mois, mais il faudrait probablement même optimiser les traitements, parce qu'il est fort probable que ces malades ont des effets systémiques de cette réaction inflammatoire chronique. Sur la pente descendante ici, vous avez des malades qui n'ont plus de protéines de la phase aiguë de l'inflammation, mais qui gardent une dérégulation telle que je vous l'ai décrite, portant sur des processus anti-inflammatoires endogènes notamment, ou sur des processus de cicatrisation intestinale. Ces malades peuvent rester avec le traitement en cours, mais ne devraient pas faire l'objet d'un arrêt de traitement, parce qu'ils sont aussi à risque de rechute. Et puis vous avez des malades, une minorité, il est vrai, peut-être 20-30%, mais qui atteignent des niveaux de rémission tels qu'on ne voit plus ni les protéines de la phase aiguë de l'inflammation, ni des éléments de dérégulation de l'homéostasie intestinale. Et ces malades sont probablement les meilleurs candidats pour les décroissances thérapeutiques. Donc, une décroissance thérapeutique est possible dans certaines circonstances, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elle nécessite un état de rémission profonde, incluant probablement un retour à l'homéostasie qui va plus loin donc que la cicatrisation et qui va plus loin que le contrôle de l'inflammation. Elle implique, lorsqu'elle est pratiquée, un suivi serré des malades, un monitoring serré des malades et du processus biologique inflammatoire pour détecter les premiers signes de reprise de ce processus. Et elle permet, à mon sens, une amélioration de la sécurité de la prise en charge, potentiellement des économies financières lorsqu'il s'agit de traitements coûteux. Elle répond aux souhaits de certains patients et permet, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, une meilleure autonomisation des patients, une responsabilisation par rapport à leur maladie chronique et finalement un meilleur vécu avec cette maladie chronique. Je vous remercie. Oui, je passe la parole au professeur Yvain qui a une autre question, il a préparé en t'écoutant. Oui, j'ai quelques questions à vous poser. Écoutez, c'est un topo de voix extrêmement intéressant puisque ça montre que l'on peut arrêter transitoirement au moins un traitement, le reprendre quand il faut, et c'est de réponse notamment en biothérapie, parce qu'on observe aussi dans beaucoup d'autres maladies systémiques, ce qui n'était pas le cas autrefois des immunosuppresseurs. Mais j'ai quelques questions. D'abord, est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour les ASCA, donc monitoring des malades, et même pour le diagnostic, puisqu'on voit que tout se fonde sur la calprotectine,
Oui. Les ASCAR. Alors, les ASCAR, c'est intéressant dans le diagnostic, c'est surtout un outil de recherche. Les ASCAR, ils nous ont révélé qu'il y avait, dans la maladie de Crohn, parce qu'on ne les retrouve pas dans la rectocolite, un état d'immunisation contre probablement des facteurs microbiens intraluminaux, avec peut-être des réactions croisées. Mais en fait, les ASCAR se sont aujourd'hui enrichis de toute une série d'autres anticorps antibactériens, des anticorps antiflagellines, des anticorps contre toute une série de déterminants bactériens, et qu'on retrouve plus souvent dans le Crohn, et d'ailleurs plus souvent le Crohn du grêle que le Crohn du côlon, que chez les contrôles ou dans la rectocolite. Par contre, ces marqueurs sont relativement peu évolutifs, ils n'évoluent pas tellement avec l'activité de la maladie. Donc ça fait finalement de ces marqueurs des outils de diagnostic peut-être, mais surtout des outils qui caractérisent l'état pathologique de ces malades, mais qui n'évoluent pas en fluctuant avec l'activité de la maladie. Deuxième brève question, la calprotectine, marqueur bien reconnu dans la maladie de Crohn notamment, il y a un certain nombre de patients qui se présentent en consultation avec des troubles digestifs variables, peut-être des colopathie fonctionnelle d'ailleurs, et un certain nombre de calprotectines un peu élevées. Qu'est-ce que le gastro-entérologue fait de ces malades? Donc la calprotectine est un marqueur pour nous assez fabuleux. Donc c'est la protéine principale du système des neutrophiles, et la plupart des états inflammatoires et aigus digestifs se manifestent par un infiltrant neutrophilique important. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout spécifique. C'est un marqueur de l'état inflammatoire aigu, et on va le trouver, par exemple, extrêmement élevé dans une colite infectieuse, même dans une diverticulite. Alors, par contre, normalement, dans la colopathie fonctionnelle, il est négatif. Il est en dessous de 50. Ce qui est intéressant, c'est que chez les parents, au premier degré, de sujets qui sont atteints de rectocolite maladie de Crohn, on trouve des taux de calprotectine un peu plus élevés que chez les sujets contrôlés. Ce qui montre qu'il y a probablement chez eux une espèce de dérégulation du processus et qu'il y a des états peut-être inflammatoires latents chez certains d'entre eux qui, pour la plupart, ne déclareront jamais de maladie inflammatoire intestinale. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, des taux fortement élevés en dehors d'une phase aiguë, s'il y a une gastro-entérite, il n'y a même pas besoin de gastro-entérite, mais en dehors d'une phase aiguë, de façon répétée, traduisent un phénomène pathologique et il faut faire une endoscopie, et il faut faire une exploration éventuellement par imagerie. Lorsque les taux sont des taux qu'on appellerait limites, borderline, ça dépend un peu du contexte, mais souvent on va quand même jusqu'à l'exploration parce qu'on veut voir s'il n'y a pas une forme débutante, une forme latente du processus. Dans la salle, la question. Beaucoup de mains qui se lèvent. Frédéric, peut-être pour commencer, Frédéric Ozio. Oui, merci M. Louis pour ce... Pardon, on va passer le micro comme ça aux gens qui sont connectés au Zoom pour vous entendre. Merci beaucoup M. Louis pour ce brillant exposé. La désescalade thérapeutique, nous la pratiquons aussi dans les maladies inflammatoires rhumatismales, en particulier la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. Beaucoup moins dans la maladie dont je vais vous parler dans un instant, parce que simplement on est au balbutiement de la thérapie ciblée, on est plutôt au début de l'histoire. Mais il me semble qu'à côté de la désescalade thérapeutique qui est décidée de commun accord entre le médecin et le patient, il y a une énorme désescalade thérapeutique, en tout cas pour les formes des médicaments sous-cutanés ou des formes orales, qui sont décidées uniquement par le patient. Et en quoi est-ce que ça ne piège pas toutes nos études et toute notre interprétation des récidives et de la nécessité de donner un autre traitement? C'est une remarque extrêmement importante pour deux raisons. Donc la première, c'est qu'elle montre que pour étudier le phénomène, il faut le faire dans un essai clinique où on peut vraiment contrôler ces différents éléments-là, ce qui a été fait à plusieurs reprises ici. Mais l'autre élément qui, moi, me paraît encore plus important, c'est que ça montre que si on n'en parle pas avec le patient, il le fait tout seul de son côté. Et c'est là la catastrophe, parce qu'en fait, lui, il va le faire sans avoir vérifié qu'il était dans un état qui le permette, et sans mettre en place un monitoring qui permet d'éviter la récidive parfois grave. Et donc c'est hyper important. Et donc moi, enfin, dans mon service, j'encourage tous mes collègues à aborder la question. Et parce qu'il y a des patients, et en fait, les patients chez qui on décroît, c'est plutôt une minorité. Hein, c'est pas du tout une stratégie largement utilisée. Mais au moins, ça permet d'aborder le problème, ça permet de désamorcer le risque d'un arrêt sauvage, je dirais, et de faire comprendre aux patients qu'il peut ou pas être dans une situation, et qu'au moins on en discute avec lui. Donc c'est hyper important. Merci. Goldman. Passez le micro, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, Édouard. Ta première diapositive rappelle l'importance de la génétique et votre groupe a été un des pionniers dans le monde.
Et donc je me demandais si à côté de la plateforme de protéomique que vous utilisez, tu as aussi fait appel à une plateforme de génomique. Est-ce qu'il y a des marqueurs génétiques qui permettent de prédire l'évolution pour la décroissance? Peut-être une question plus spécifique, effectivement, sur les mutations de NOD2. Donc on y travaille, hein, effectivement, et parmi les marqueurs détectés en protéomique, on a pu retrouver, alors de façon très rare, un gène correspondant pour lequel il y avait un variant à risque, mais plus souvent des patterns inflammatoires correspondants. Donc il y a effectivement une correspondance, mais qui n'est pas extrêmement facile à démêler. Mais il y a quelque chose derrière ça. Par contre, on n'a pas à ce stade, et dans le groupe ici de collaboratif de Biocycle, c'était surtout les gens d'Oxford en fait qui travaillaient sur cet élément-là, on n'a pas encore trouvé d'éléments vraiment génétiques qui permettent de prédire l'évolution. Par contre, il y a des éléments épigénétiques qui semblent un peu plus intéressants, notamment de la méthylation de l'ADN, et là ils ont des résultats qui sont en train de finaliser, qui semblent indiquer un effet à plus court terme, notamment sur la récidive d'un processus pathologique, par exemple. Alors, sur NOD2, on n'a pas trouvé de lien ici avec NOD2. NOD2, ça reste le gène avec l'élément le plus puissant de détermination de la maladie de Crohn, en l'occurrence, mais essentiellement la maladie de Crohn du grêle, pas la maladie colique. Et d'autre part, même des doubles mutés NOD2, le risque de faire une maladie de Crohn par rapport à la population générale, le risque relatif est de l'ordre de 8. Donc on n'est pas encore devant des facteurs de risque extrêmement élevés, même lorsqu'on a des doubles mutés. Donc il y a beaucoup de doubles mutés, peut-être parmi nous d'ailleurs, qui ne feront jamais de Crohn. Ce qui montre encore une fois le caractère polygénique extrêmement important et l'importance des facteurs d'environnement. Et là, je dirais, pour le moment, la génétique n'a pas pu aller, je pense, suffisamment loin. C'est dans des modèles d'analyse réellement polygéniques, c'est-à-dire qu'on a étudié l'effet des gènes un par un, parfois 2 à 2, mais l'impression et l'intuition, c'est qu'en fait le problème, c'est des combinaisons à risque, et que ces combinaisons à risque, elles n'ont pas été suffisamment à l'heure actuelle étudiées. Mais en partie à cause du fait que pour beaucoup de variants, on ne connaît pas en fait la signification génétique réelle. Et beaucoup de ces variants sont des zones non codantes et influencent simplement la transcription de certains gènes, mais tout ça n'est pas encore très bien déterminé, très bien connu, ce qui rend l'utilisation de ces modèles polygéniques compliquée. En fait. On va encore prendre 2 questions comme ça, malheureusement, parce qu'autrement, moi je veux bien continuer, on sera à 3h l'après-midi, on sera toujours ici, hein, pour ceux qui ont l'habitude dans l'après-midi. Patrice Carmine au fond. Et Muriel Moser. Et Muriel Moser, voilà. Les autres pourront discuter après avec l'orateur s'ils veulent. Merci Jean pour ta présentation extrêmement dynamique et très intéressante. J'ai une question qui, je ne sais pas si vous l'avez abordée dans votre étude des parallèles cliniques. Alors ça fait référence notamment à l'intervention de cette patiente qui trouve par des modifications éventuelles de son environnement des améliorations. Est-ce que vous tenez compte, vous, dans vos études, par exemple, de l'apport nutritionnel, des apports alimentaires et des modifications qui pourraient s'accompagner notamment à une régulation éventuelle de différentes protéines impliquées dans cette inflammation ou cette rémission? Donc il y a très peu d'études là-dessus. On ne l'a pas fait dans le projet Biocycle. C'est quelque chose de très compliqué en fait, d'étudier l'alimentation des patients qui nécessite vraiment un affinement des techniques de recueil d'informations, etc. Donc on n'a pas fait, mais c'est une voie hyper importante. Et également sur son effet sur la flore que tu connais parfaitement bien, on ne l'a pas non plus étudié ici. C'est un des éléments probablement manquants du projet, mais voilà, on ne savait pas tout faire, je dirais, mais l'étude de l'évolution de la flore est quelque chose d'extrêmement intéressant, et je pense que le retour à l'homéostasie, mais c'est quelque chose qu'on étudie dans EOS ensemble, le retour à l'homéostasie passe probablement aussi par un retour à un état de flore différent de celui de l'état pathologique. Quoi. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce très bon séminaire. Vous avez mentionné que 20% des patients après chirurgie ne récidivaient pas. Est-ce qu'il y a une signature immunologique qui s'associe à ça? Est-ce qu'on a des marqueurs importants qui doivent être prendre? Alors assez peu, ça n'a pas été encore bien étudié, mais nous avons un collègue français de Paris qui a travaillé notamment sur la clonalité des lymphocytes T et sur le récepteur antigénique des lymphocytes T.
et qui a pu montrer que les malades qui ont tendance à récidiver rapidement sont des malades qui gardent un aspect particulier de ces récepteurs aux antigènes avec une espèce d'oligoclonalité au niveau de ces récepteurs. Donc il y a probablement des choses, il y a probablement un état immunitaire qui persiste chez ces malades qui rechutent, ou à l'inverse qui a disparu chez ces malades qui ne rechutent pas, qui est encore actuellement très mal connu, mais il y a quelques pistes qui portent notamment sur la lymphocyte. Ok, merci beaucoup, Edouard. On va t'applaudir.